Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Mais bon, vu comment je m'attaque sur deux pochettes de un DVD chacun. Et oui, pourtant c'était pas prévu au départ, jusqu'à ce que je prends peut-être un peu trop de temps à visionner différents, etc. Bref, vous allez peut-être comprendre. Donc, attendez, je vais vous présenter d'abord le premier. Tout d'abord, le show de la Westside Extreme Wrestling, WXW, dans Back to the Roots, 24, en 2015. Donc, leur pay-per-view annuel de la VXV. D'ailleurs, je crois que c'est leur PPV à eux. Et au départ, ce DVD que je vais vous le montrer, je croyais que c'était un DVD par rapport à ces matchs brutal ou à découvert, mais au final, non. Un reportage, enfin, shoot interview, c'est plutôt un shoot interview que des matchs ou un reportage autre chose, mais c'était une toute petite déception parce que je croyais que c'était que des matchs, mais bon, c'était qu'avec des shoot interviews sur Bruiser Brody. Oui, vu comment dans ce programme, il y a sa femme à Bruiser Brody, ses deux meilleurs amis, et bien sûr, collègues et amis, Gigi Dillon, quoi. Donc, ils étaient en train de expliquer le passif de Bruiser Brody, comme quoi, avant d'être un catcheur violent et hardcore, il faisait du foot américain, si je crois bien, jusqu'à ce qu'il décide de lancer dans le catch, notamment au deathmatch. Je décide de faire une transition dessus pour mieux que vous compreniez ce que je veux dire et de passer très vite dessus. Vu comment je me rappelle qu'ils étaient là à parler de tout et de rien, même si ça concernait Bruiser Brody ou de leur vie personnelle. Bref, c'était un genre de réunion pour parler de la carrière de Bruiser Brody, surtout sa femme qui vient lui expliquer tout ce qu'il fallait savoir sur lui, même si on sait que Bruiser Brody était aussi un catcheur très violent, vu comment c'est un habitué du deathmatch, et que ça peut même arriver qu'il soit, on va dire, très très violent envers les personnes qu'il croise, même si ça fait partie du spectacle. Bref, il, il jouait à fond dessus, et il fallait savoir aussi, peut-être que dans la vraie vie c'était quelqu'un peut-être de calme, ou d'autres non, vu comment ça peut même arriver qu'il peut faire du chantage aux organisateurs de lui payer plus, vu comment Bruiser Brody était du genre une attraction spéciale dans les fédérations où il bossait, que ce soit américaine, anglais, même mexicaine ou portoricaine. D'ailleurs, voilà, c'est justement dans ce pays que je pourrais peut-être trop en dire si ça vous intéresse. Même, même ailleurs, comme au Japon également, là où il a eu une bonne notoriété et auquel il a bien fait une bonne carrière là-bas. Mais bon, ça lui est déjà arrivé de faire chanter les organisateurs pour lui payer plus. Et voilà, même au niveau du chantage, il réussissait son coup. Et après, il n'a pas non plus toujours été quelqu'un d'hyper sympa envers ses collègues catcheurs. Il y en a qui pensent que c'est un connard ou quelqu'un qui en fait un peu trop à leur goût. D'ailleurs, tout était même expliqué dans le Dark Side of the Ring. D'ailleurs, ça, c'est pas un Dark Side of the Ring, hein, mais je m'en rappelle de ce reportage Dark Side of the Ring en français. Et surtout le genre de flashback qu'avait fait Catch Club par rapport à Bruiser Brody. Mais bon, il était comme je l'ai dit, un catcheur très violent, brawler comme on dit, un catcheur qui adore la bagarre pure et dure, qui est connu pour ses deathmatchs, jusqu'à ce que, voilà, à Porto Rico, il se fait poignarder par un autre catcheur, en dehors des rings, et c'est pas des conneries. Déjà, en dehors des rings, il se faisait poignarder par un autre catcheur,
un coup de couteau, bien sûr, et que ça lui a peut-être, on va dire, mené jusqu'à la mort. En même temps, ce catcheur-là, il voulait se venger, ben, justement, de Brody pour un passif qui datait depuis plusieurs années. Lors de la fédération, c'était la WWE, enfin, nous on connaît la WWE, mais à l'époque c'était 3 fois W, donc WWF, à ce qui paraît. Je crois bien que c'est ça, hein. Mais en tout cas, il avait été hyper violent avec ce lutteur-là. Et du coup, ben, ce lutteur qui se faisait appeler ben, José González avait décidé de se venger ben, des années plus tard. Et pas la façon la plus glorieuse, vu comment en allant tuer un catcheur. Parce que normalement, je devrais même pas parler de meurtre, mais là, c'était quasiment un meurtre. Et que Tony Atlas, qui était ben, un des collègues et de Brother Brody, ben, voulait le protéger, voulait l'emmener à l'hôpital. Et c'est justement à l'hôpital où il meurt d'une hémorragie. Parce que, à ce qui paraît, j'avais entendu dire que les médecins ne voulaient pas, entre guillemets, le sauver. Et même la police était présente à cette période-là. Et qu'il fallait savoir, c'est qu'à Porto Rico, il y avait une certaine corruption. Oui, de la corruption, soit de l'État ou des gangs. Bref, c'était peut-être un pays ou un coin dont il fallait pas mettre un pied. Et justement, ben, il y a eu une répercussion. En même temps, Brody il avait eu ben, des avertissements par ses collègues, dans lesquels il y avait eu de bonnes relations, notamment Harley Race ou Ric Flair, et j'en passe. Comme quoi, s'il se comportait comme ça, un coup qu'il serait dans un pays étranger, il ne sortira pas vivant. Et du coup, ben, c'est ce qui lui est arrivé. Il n'a pas, on va dire, entre guillemets, écouté ses collègues. Il était, on va dire, inconscient. Même trop inconscient même, eh ben, il s'est fait poignarder. Donc ça m'avait terriblement marqué, ce genre de reportage référence dans Dark Side of the Ring. Et même mort, sachez que Bruiser Brody est quand même ben, une légende, en tout cas du circuit indépendant. Même au Japon, il est quand même considéré comme une légende. Donc il a eu une petite notoriété, et d'ailleurs quelques catcheurs se sont inspirés de lui, notamment Bray Wyatt, Luke Harper, Brody Lee bien sûr, et quelques personnes, mais ils sont pas très nombreux. Donc c'est tout ce que je sais sur Bruiser Brody. Et qu'en est-il arrivé à José González? Eh bien sachez qu'il n'a pas été arrêté, il n'a même pas été en prison. Et c'est ça ce qui est fou, vraiment fou. Il n'a même pas été arrêté pour ce genre de meurtre. Parce que tout simplement, ben, José González, ben, il est chez lui à Porto Rico. Alors que selon Ric Flair, eh ben, il aurait perdu sa fille. José González, parce qu'elle s'était fait noyer dans sa piscine. Et que ça lui a, entre guillemets, rendu fou, mais sauf que c'est pas non plus avéré. Je peux pas, on va dire, trop en dire, si ce n'est que je viens de dire ce qu'il venait de dire. Donc voilà, je suis pas jugé parti. Et que selon González, eh ben, il disait que c'était la légitime défense, et qu'il a fait ce qu'il fallait, se défendre. Et du coup, il avait été acquitté. Ce qui est dingue, c'est le meurtrier, il commet un meurtre, et on vient pas l'arrêter. Comme quoi, il avait une certaine corruption. Et il y a trop de choses à en dire. C'est tout ce que je sais par rapport à l'histoire de Bruiser Brody, que j'avais vu dans Dark Side of the Ring, mais aussi dans le vidéo flashback de Catch Club. Donc, notamment, j'avais eu ça, mais aussi The Best of Cactus Jack in ECW Volume 1 de WrestleCrate. Celui-là et celui-ci, c'est en photo sur mon Instagram. Et encore un autre truc, parce que je sais que avec moi, il faut s'attendre à du suspense ou des surprises, même si c'est encore trop tôt. Le jeu WCW Nitro sur PlayStation 1, édité par THQ. Et je sais que allez, la pochette elle est abîmée, mais bon, j'ai pas de pochette de rechange. Mais tout ce que je peux en dire sur ce jeu, il n'est pas facile à manier. Parce que j'ai
J'ai testé 2 fois... testé 2 fois le même personnage, notamment Hollywood Hulk Hogan contre Ric Flair. Il n'a pas été si simple, il fallait que je m'acharnais encore et encore, jusqu'à ce que je gagnais. Bref, il n'était pas compliqué, mais au moins, encore un objet de ma collection, et je sais qu'il me manque WCW vs. The World, et Thunder, de WCW. Et encore un jeu de ECW de PS1, Anarchy Rules, et encore quelques jeux de justement, de WWF. Voilà, c'est tout pour le tout petit achat. Mais bon, j'ai été vite fait sur celui de Bruiser Brody. Passons au PPV, entre guillemets, de la VXV. D'ailleurs, on voit les 4 cases, notamment pour le titre, le deathmatch, encore là, et un certain Vince Russo qui s'était rendu à la VXV. Bizarrement. Un truc que je ne savais pas du tout. Et que quand je retourne derrière, donc là on voit Tommy End, Will Ospreay, mais surtout, oh, vous connaissez celui-là, un certain Eugène, le retour du grand enfant. Ah, qu'est-ce qui nous faisait rire, Eugène, surtout avec sa petite tête de coquin là, on dirait un bébé qui est content. Et un certain Grado, que lui, on dirait un petit peu quelqu'un d'autiste. Et que Eugène, oui, il est possible qu'il ait été à la VXV, peut-être pas pour un long moment, mais tout ce que je sais, il a un petit peu catché à la VXV. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, lorsque j'ai vu ce DVD-là, eh ben, il avait les cheveux courts, pas du tout les cheveux longs, mais par contre, il avait une énorme barbe. Pas très très long, mais voilà, il avait une grosse barbe. Alors que Grado, je le connais pas plus que ça. Mais concernant Tommy End et Will Ospreay, ces gars-là, je les connais très bien, même si je suis sûr que vous les connaissez pas du tout. Donc voilà, donc il est en version allemande, édité par VXV Shop, et c'était au Steffi Oberrunsen le 17 du 1er 2015, donc le 1er janvier. Voilà, donc il y a la liste des matchs, les photos. Sauf que le premier match, je vais vite m'attaquer directement. Donc c'est le match, il n'y a pas pour le titre, si je crois bien. Non, pas pour le titre. The Absolute Andy contre Peter Fisher. Donc un match qui n'a peut-être aucune importance, mais qui est voilà, simple et un petit peu passable, ce que j'aimerais dire, et que à la fin, même si Peter Fisher et Absolute Andy se foutent sur la gueule et que il se donne coup pour coup, qui va rester debout le premier, qui va lutter contre cette douleur, et bien finalement c'est Absolute Andy qui aura le dernier mot et qui battra Peter Fisher. Donc c'est lui qui remporte la victoire, 3,5. Et maintenant je passe au match par équipe, où il y a notamment Eugene et Grado contre The Piledriver. Et concernant Eugène, sachez que même s'il n'était plus à la WWE, eh ben, je pense que la WWE avait quasiment tourné la page avec lui. Et que ça fait... Aujourd'hui, ça fait tellement d'années qu'il n'est plus retourné à la WWE que... qu'il peut finir tranquillement sa carrière, si je crois bien. Mais bon, il y en a qui seraient contents de le revoir, d'autres pas du tout. Et pourtant, voilà quoi, il manque un petit peu à certains. Donc, les deux équipes assez spéciales, parce que vu comment Grado, on dirait qu'il est un petit peu autiste, même si je suis sûr qu'il joue l'autiste, même qu'il est très bon catcheur, je suis sûr à 100%, et que Eugène, il a un peu la mentalité d'un handicap mental, c'est quand même très très bien catché. Faut pas le nier. Vraiment pas du tout. Même s'il est tombé dans les oublis de... Ouais, de la WWE. Donc l'équipe The Piledriver... Oh, attendez, c'est mon papier. Dans l'équipe de The Piledriver, il y avait
ben, Karsten Beek, je crois que c'est ça, et Shah, attends, Shah Samuels. Donc l'équipe de The Pile Driver. Et d'ailleurs concernant Karsten Beek, eh ben, il affrontera en dernier, si je crois bien, Big Daddy Walter. Normalement, hein, je dis bien normalement. Hein. Vu comment c'est à la toute fin. Et que je me rappelle un match bah, drôle. Surtout quand il y avait cette équipe-là. Et dans les Pile Drivers, bah, eux, c'est plus le côté sérieux, le côté bon catch. Et quand c'est les deux-là, eh ben, il y a un côté comique qui s'installe. Et d'ailleurs, un truc que j'ai pas voulu trop détailler, c'était dans une salle où il y avait une buvette. Peut-être que c'était un genre de bar, mais que je ne le savais pas du tout. Parce que oui, les Allemands adorent les catchs dans un bar. Vu comment la dernière fois que j'avais fait la vidéo sur la VXV, ben, c'était pour le tournoi de 16 carats gold pour la coupe, quoi. C'était dans un genre de bar à striptease, et que là, c'est dans un bar, parce que oui, les Allemands adorent boire un coup en regardant du catch, même s'ils apprécient le bon catch. Voilà. Donc, je me rappelle ben, pas trop spécialement du match, si ce n'est qu'il y avait des moments comiques, notamment Grado qui veut, on va dire, voilà, étonner son monde, un peu faire son Dusty Rhodes. Il fait façon Dusty Rhodes, remuer le bassin, danser, et de se moquer de ses adversaires. Alors que quand c'est Eugène, même si on dirait un côté mature, alors que sous cette image-là, on dirait qu'il est un peu immature, un peu coquin même, eh ben, il n'a pas perdu la petite habitude qu'il avait à la WWE, son côté comique, même mettre un doigt dans le cul, enfin un pouce dans le cul si j'aimerais bien dire, et quand il veut le mettre en bouche, et ben, le public dit non, non, fais pas ça, fais pas ça. Donc il veut faire, mais le public ne veut pas, le public allemand dit non, 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 fais pas ça. Achtung, non, non, je peux pas le dire, je vais pas le dire en version allemande, sinon vous me mettrez sur la gueule. J'ai pas envie d'avoir affaire à des franco-allemands qui viennent me dire arrête de parler version allemand, t'es pas quelqu'un qui parle allemand. Ce qui est vrai, je ne parle pas allemand. Même si je regarde la VXV, c'est pas comme si je suis allemand. Je regarde parce que c'est du catch. Donc ne m'en voulez pas, c'est un peu comme les Marocains, les Arabes et tout ça. J'ai pas envie que vous venez m'insulter en commentaire. En tout cas, du moins. Donc vu comment il y avait des successions de conneries qu'il y avait, justement, ben, ces victoires de The Pile Driver, voilà, en laissant Eugène et Grado ben, en défaite, mais ils sont quand même over auprès du public. Excusez-moi si j'ai un contretemps, parce que des fois j'ai l'impression que je vais avoir le hockey ou quelque chose comme ça. Mais bon, match 3,20, c'est pas le match que je croyais pouvoir penser, mais voilà, c'est à 3,20 quand même. Le troisième match, ben justement, Axel Dieter Jr. contre Drew Gulak. Alors, qui est Axel Dieter Jr.? Alors, vous le saviez peut-être pas, ou alors peut-être si vous êtes en train de faire vos recherches, et je suis sûr que vous allez vous faire vos recherches, sachez qu'il s'agit ni plus ni moins de Ludwig Kaiser. Oui, Ludwig Kaiser, le fidèle lieutenant de El Ring General Gunther dans Imperium. Alors qu'à la NXT, il se faisait appeler Marcel Bartel. Et que là, en Allemagne, eh ben, il se fait appeler Axel Dieter Jr. Parce que c'est le nom... Attendez, Axel Dieter, c'est le nom de son père, je crois. Je crois bien que c'est ça, vu comment je pense que son père a été catcheur avant lui. J'en suis pas si sûr, mais peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est... Il se fait appeler Junior. Et qu'après, comme j'ai dit, du côté de la NXT UK, avec Fabian Echter
Et Walter avec Alexander Wolf, eh ben, il se fera appeler Marcel Barthel. Jusqu'à ce que dans le roster principal, c'est Ludwig Kaiser. Alors que Drew Gulak, ben, lui, je savais pas du tout qui catchait en Allemagne. Peut-être que j'ai pas, on va dire, trop vu l'étendue de sa carrière. Et encore moins son palmarès que j'ai vu. Alors que je vous signale que Drew Gulak, il est juif. Non, ce n'est pas une blague. Et d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que les juifs n'étaient pas, on va dire, interdits en Allemagne? Je veux pas faire le coup de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà quoi. Je croyais que c'était, on va dire, terminé, qu'ils peuvent plus aller en Allemagne. Bref, je croyais que c'était ça. Ou alors, est-ce que c'est moi qui me fais des idées ou... Bref, je ne sais plus. En tout cas, j'ai pas envie de revenir sur le coup de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y en a qui parlent mieux que moi. Voilà. C'est un peu comme les matchs que je suis en train de citer. Il y en a qui parlent beaucoup mieux que moi, alors que moi, j'explique un peu à l'arrache. Mais bon, c'était un très bon match. Pas forcément celui qu'on attend le plus, mais il est exceptionnel, même si c'est pas du 5 star. Et que ça s'enchaîne dans la technicité. Bref, que de la technique, parce que tout rime avec de la technique, vu comment les catcheurs allemands adorent le bon catch, notamment la technique. Et que lorsque je pensais que ce serait Drew Gulak qui en finirait avec Axel Dichter, eh ben, je me suis totalement trompé, mais totalement trompé jusqu'à la ligne de la minute où je le pensais, vu comment c'est Axel Dichter qui arrive à surprendre Drew Gulak. Attendez, il a surpris. Je pense qu'il a voulu faire un splash, mais que Axel Dichter voulait faire un genre de roll-up jusqu'à ce qu'il retourne la situation en faisant une prise finish, mais je ne sais pas si c'était un E-plan DDT ou quelque chose comme ça. Bref, je ne sais pas. Mais victoire de Axel Dichter Junior. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. 3,40 ce match-là. Et que maintenant, oui, maintenant je passe au three-way dance. Donc match triple menace pour le titre Shotgun de la WXW. Entre Bad Bones John Klinger, parce que oui, John Klinger c'est Bad Bones, contre Axel Axeman Tischer. Ah d'ailleurs, j'avais complètement oublié que c'était ça, Axel Tischer. À ne pas confondre avec T-shirt. Et contre Elijah Dragunov. Ah oui, si vous regardez la NXT, ou NXT UK à l'époque, eh ben, Elijah Dragunov, et pourtant j'avais déjà fait une review sur Tag Team Tournament de 2017, où il y avait 3 DVD. Pourtant je l'avais déjà dit, et qui faisait équipe avec je ne sais plus qui, mais je sais bien que il était là. Donc oui, Elijah Dragunov catché en Allemagne, lui qui était à la base d'origine russe. Mais bon, donc 3 hommes dangereux, parce que oui, ils sont quand même dangereux sur le ring. Et je suis sûr que même dans la vraie vie, je suis sûr qu'il faut même pas trop les titiller. Vu comment ils peuvent avoir un tempérament assez limitatif. Entre Dragunov, Tischer et Klinger. Mais bon, c'était très disputé. Ça allait dans qui allait se faire qui franco entre les 3, ou les 2 même. Bref, ça se jouait en rien, mais vraiment en rien, jusqu'à ce que c'est Bad Bones John Klinger qui fait le pin sur Axel Tischer, enfin Axel Axeman Tischer, en le faisant une prise finish, mais je ne sais plus. Pourtant, peut-être que j'étais trop occupé, que j'ai pas, on va dire, la bonté et pas assez la vigilance de regarder ce qui se passait. Donc ça, c'est le genre d'erreur que j'arrive pas à m'en détacher, quoi. Mais c'est victoire de lui. Jusqu'à ce qu'il se fait voler par... il se fait voler le titre par Elijah Dragunov, qui lui vole le titre et qui prétend que c'est toujours lui le champion et que
et que lui, il a triché, quoi, mais sauf que ce n'est pas vrai. Et bon, il lui vole le titre, mais c'est quand même victoire de John Klinger. 3,60, je lui mets ça. Ensuite, un match que je vais un peu passer très rapidement. Lucas Di Leo, à ce qui paraît, c'est un catcheur français. Je dois me tromper, mais je pense que c'est un catcheur français, alors qu'il a plutôt un nom italien. Contre The Rotation. Tout ce que je peux en dire, un match très rapidous. Très rapidous. Même si The Rotation a tout mis en œuvre pour épater la galerie et surtout prendre de vitesse son adversaire, alors que Lucas Del Leo a vraiment tout fait pour casser le rythme et aussi casser l'élan en coupant l'herbe sous le pied de The Rotation. Bref, il a vraiment tout tenté pour le faire déstabiliser, mais faut pas non plus sous-estimer The Rotation, même si je suppose qu'il s'est fait beaucoup trop pousser les ailes pour espérer croire qu'il pourrait gagner. Vraiment. Mais bon, il perd le match, The Rotation, au profit de Lucas Di Leo. Et c'est tout ce que je peux en dire. 3,5 ce match-là. Et maintenant, le top du top, que j'aimerais bien appeler. Le match entre Tommy End contre Will Ospreay. Quand j'y pense à Will Ospreay, je n'imagine même pas à quel instant ce type pouvait enchaîner des 5 stars. En tout cas par le Wrestling Observer. Vu comment j'entends dire qu'il aurait dépassé Kazuchika Okada, Kenny Omega, Kenta Kobashi et surtout Mitsuharu Misawa. Donc il est au même niveau que Misawa. Ou alors il est passé au-dessus de Misawa. Vu comment il a fait un 5 star, un 6 star. Bref, même si c'est subjectif. Mais bon, il a entre guillemets dépassé. Et que maintenant c'est forcément lui le recordman des matchs 5 étoiles ou 6. Et en face, Tommy End, je pense pas qu'il aurait fait des 5 étoiles dans sa carrière. Peut-être qu'il y en a que je suis passé, mais que j'ai pas fait attention. Et pourtant, lui aussi, c'est quasiment du 5 étoiles. Même si là, on voit un changement drastiquement d'apparence. Il commence un petit peu à être tatoué. Et bientôt, son corps va suivre. Mais au niveau du dos, ça se voit que... voilà, il a le design de femme vampire dans son dos. Et que sur le ring, il laisse vraiment pas à désirer, je vais pas dire ça, mais il laisse vraiment indifférent sur le ring. C'est que du fight, hein. Franchement que du fight. Alors que Will Ospreay, lui, c'est plus le côté furtivité aérien. Et surtout, j'adore, on dirait qu'il a un genre de cosplay d'Assassin's Creed. Parce que oui, à mon avis, c'est un fan de la licence Ubisoft de Assassin's Creed. Alors que Black, lui, Black End, lui, c'est plus le côté très gothique. Et pourtant, c'est du grand catch. Que du pur catch entre les deux hommes. Je lui ai pas mis un 4, en fait. Je lui ai pas mis un 4 parce que, certes, le match est bon, mais il manquait un petit peu de suspense et d'autres choses. Pourtant, les deux sont très très bons. Et qu'on sait qu'on peut vibrer à chaque instant, rien qu'à les voir tous les deux combattre. Mais malheureusement, pour Will Ospreay, même s'il a trop tenté d'essayer de tenter son Ass Cutter ou son Stormbreaker, il se fait, on va dire, un peu couper l'élan par un end qui lui, on va dire, qui lui passe largement au-dessus, notamment avec des tentatives de Black Mask, enfin de coups de pied, rotation retournée. Et que, si je crois bien, il a terminé ses matchs déjà avec ce genre de prise. Mais bon, c'est victoire de Tommy End, et c'est un 3,80. Voilà, direct, c'est un 3,80. Et là, pour l'instant, c'est que du bon match. Enfin, en tout cas, on arrive aussi quasiment au main event. Et du coup, plus que 2 matchs après, c'est terminé.
Donc un street fight entre The Outsiders. Oui, The Outsiders contre... Enfin, The Outsiders avec The Prost contre The Kill Holding. Et c'est pour le titre unifié du monde... enfin, champion du monde de la VXV, quoi. Donc, un street fight pour le titre. C'est à l'occasion imaginaire. Enfin, inimaginable, quoi. Donc, dans The Outsiders, il y a Big Daddy Walter, donc on connaît sous le nom de Gunther, avec Robert Driscoll. Enfin, Driscoll. Je crois que c'est... Ouais, c'est pas grave. Driscoll. Et dans The Prost, ben, Mike Schwartz et Toby Blint. Et contre The Kill Holding, ben, il y avait Sasa Kill, Aaron Insane, Kim Ray et Jurn Simmons. Et le match, gros bordel. Gros bordel. Ah, il y a vraiment de tout. Ils se battent partout. C'est quasiment un tornado tag team, ce truc-là, même à plusieurs. Donc on se bat dans le ring, à l'extérieur, même dans le bar. Vraiment dans le bar, on se bat partout. Il y a même des fourchettes qui est utilisées, des échelles, tout à prendre sous la main, vraiment tout. Et je vais pas, on va dire, trop m'attarder dessus, vu comment à la fin il restait plus que Big Daddy Walter, et celui qu'il avait dans les mains c'était, je crois que c'était Jurn Simmons ou Sasa Kill, quoi. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Mais je me rappelle, il voulait faire un genre de prise de sommeil jusqu'à ce qu'il change de stratégie et il fait une violente powerbomb. Et qui remporte le match à son équipe. Donc voilà, victoire de The Outsiders et The Prost. Mais à la fin, justement, Vince Russo intervient et il salue la foule en montrant son t-shirt de la VXV, enfin son pull de la VXV. Et qu'il dit que le show ne va pas se conclure comme ça, vu comment un certain Karsten Beek veut sa chance au titre, entre guillemets, je crois que c'est bien ça le terme, contre Big Daddy Walter. Et d'ailleurs, le match va se lancer. Ça va prendre que 2 minutes et des. Et je pensais que le El Ring General, enfin futur El Ring General, allait justement faire qu'une bouchée de Karsten Beek, mais sauf qu'après le match précédent qu'il a reçu et que j'avais oublié de noter, c'est un 4,10. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais voilà quoi. Eh ben, il était un peu affaibli, ensanglanté même, parce que Walter, il était ensanglanté après le match précédent. Mais bon, il se bat quand même, il n'est pas, on va dire, encore mort, jusqu'à ce que Karsten profite du nombre de faiblesses de Walter pour le déstabiliser, mais surtout en le faisant une simple prise finish pour le battre et pour le titre. Parce que oui, c'était pour le titre. Et du coup, il a battu El Ring General. Mais bon, c'était un peu de la bullshit cette histoire, mais bon. Victoire de Karsten Beek, quoi. Et ce match-là, même s'il est très court, 3,50 tout de même. Donc voilà. Je pense que je vais conclure les matchs à l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus ni d'interview, des petits promos, mais ça c'est pas, on va dire, très courant dans ce show. 3,90. Je le mets ça, 3,90, surtout pour les deux, et que je conclue. Donc c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.